Donc, ce qu'on va faire ensemble, on va regarder d'abord la vie départementale, donc comment ça se passe dans notre département, quelles sont les perspectives pour les étudiants, pour s'engager, pour être impliqués dans la vie départementale. On va regarder ensuite nos programmes, quels sont les programmes qui sont offerts au cycle supérieur. Ce qui vous intéresse aussi, c'est-à-dire le soutien financier, parce que les études, ça se prépare. Donc, quelles sont les bourses qui peuvent vous aider à justement bien réussir votre parcours? Et le marché du travail, quelles sont les perspectives d'emploi? Pour faire suite à une période de questions. Euh, le département de sciences politiques de l'Université Laval, d'abord, il y a une histoire, il y a un ancrage historique très majeur. C'est un département qui a contribué à façonner le Québec moderne de façon très active, ne serait-ce que par ces diplômés qui se sont investis dans l'État québécois, mais aussi dans différentes sphères de la société, que ce soit médiatique ou entrepreneuriale. Donc, il y a une histoire, il y a un ancrage dans la vie départementale très fort par rapport à l'avenir du Québec, mais aussi de la francophonie. C'est un milieu qui est riche, c'est un milieu qui est diversifié, où on a un corps professoral qui, sur le plan de l'enseignement, non seulement compétent, mais très diversifié en matière d'approche de recherche. Donc, il y a plusieurs courants, plusieurs méthodologies qui sont enseignées, qui sont pratiquées en lien avec les programmes de recherche. C'est une formation aussi qui est offerte, qui est très riche en matière de méthodes qualitatives, quantitatives, mais aussi en philosophie politique. Donc, quand vous venez en sciences politiques, aux études graduées au département chez nous, ben, vous allez avoir une des meilleures, sinon la meilleure formation en méthodologie pour la recherche. C'est un environnement aussi qui est stimulant. C'est sûr qu'on est en période de pandémie, il y a moins d'activités, mais la reprise va se faire plus tôt que tard, on le souhaite, où il y a plusieurs activités sur le campus, qui est très collaboratif et accueillant, où on implique les étudiants aussi. Il y a plusieurs conférences, c'est un milieu qui se veut très, très ouvert au dialogue et aux échanges. Et il y a aussi sûrement des bourses pour vous aider, si vous voulez le faire, de la formation méthodologique à l'extérieur du Canada. C'est un programme qui est en place, mais aussi de participer à des écoles d'été au niveau international. Donc, il y a plusieurs ententes qui existent entre le département et d'autres institutions d'enseignement à travers le monde. Et ça, ben, ça vous est accessible comme étudiant. Le plan de la recherche, c'est un milieu qui est très, très stimulant aussi, parce qu'il y a plusieurs infrastructures de recherche associées au département. Il y a 6 centres de recherche, 8 chercheurs, 5 groupes de recherche. Donc, les étudiants gradués sont une composante importante de la recherche au sein de notre département. On implique, moi je le pratique d'ailleurs quotidiennement, nos étudiants dans nos projets de recherche. Ce qui veut dire que non seulement vous travaillez sur votre mémoire ou sur votre thèse, mais aussi vous êtes appelé à collaborer sur des projets de recherche des différents professeurs. Et des professeurs comme moi, par exemple, vont vous encourager à collaborer à des publications. Ce qui fait que votre dossier de publication, si vous êtes au doctorat, par exemple, ou vous aspirez à avoir des bourses, ben, ça vous aide à bien progresser dans la carrière académique. Donc, la philosophie, c'est une philosophie nord-américaine où les professeurs offrent un encadrement très rigoureux et même personnalisé. Donc, on est disponible comme professeur auprès des étudiants pour échanger. Donc, on est très accessible. C'est aussi un département qui a des liens étroits avec la communauté. Je vous parlais tout à l'heure de son histoire. Le département de sciences politiques a collaboré beaucoup à l'évolution du Québec, la société québécoise. Donc, il y a une ouverture sur la pratique dans notre département. Il y a des liens, il y a des partenaires institutionnels, ne serait-ce que par le fait que le Québec est la capitale, le Québec est la capitale nationale du Québec. Mais il y a des liens avec l'État québécois, avec ses différents ministères, avec l'Assemblée nationale. Donc, il y a vraiment des partenaires institutionnels de choix. Comme je le disais, on fait des activités de rayonnement à l'intérieur même du campus, mais aussi à l'extérieur. Donc, il y a des activités qui sont en partenariat pour faire de la diffusion de connaissances. Par exemple, hier, on avait un transfert de connaissances de la chaire de recherche sur la démocratie des institutions parlementaires avec une centaine de membres du personnel de l'Assemblée nationale du Québec. On partageait des travaux de recherche et les étudiants partageaient les travaux de recherche qu'ils effectuent avec des gens en milieu pratique. Donc, on valorise aussi la recherche appliquée, ce qui nous permet d'avoir des liens avec différents partenaires. Par exemple, un projet subventionné CRSH que je dirige ben, se fait en partenariat avec le commissaire au lobbyisme du Québec. On a aussi des stages pratiques. Donc, je vais vous parler de la mémoire, de la maîtrise avec mémoire, mais aussi pour la maîtrise en affaires publiques. Il y en a dans la capitale, mais il y en a aussi à l'étranger.
Maintenant, en ce qui concerne la structure des programmes. Mais la structure des programmes, ben, commençons d'abord avec la maîtrise en sciences politiques avec stage. Ben, si on regarde un peu un parcours typique, là, je vous présente sur cette diapositive-là le parcours typique. Ben, la première session, il y a, il y a 4 cours. Si on commence à l'automne, 4 cours à l'hiver, et après, on fait un rapport de fin d'études et 2 cours, et le stage. Un rapport de fin d'études, c'est quoi? C'est pas un mémoire de maîtrise, c'est vraiment un travail de recherche, un travail long de recherche, une problématique que vous allez définir avec votre directeur d'études, qui est préalable au stage. Donc, vous allez creuser une problématique et remettre ce rapport de fin d'études-là qui sera évalué par votre directeur de stage, mais aussi par un autre professeur, ce qui vous permet ensuite de faire un stage. Et pour le stage, bien, vous serez évalué par votre maître de stage, donc en organisation, et par le directeur de programme qui analyse un compte-rendu, si on veut, de votre stage. Maîtrise avec mémoire maintenant. Bien, si on prend la scolarité, vous allez avoir bien sûr des cours à faire, mais des activités de recherche en supplémentaire. Donc, des activités de recherche, dans le fond, c'est ce qui vous permet de faire votre mémoire. Puis, qu'est-ce qu'on cherche par rapport comme objectif en faisant une maîtrise avec mémoire? Ben, c'est de montrer que vous êtes capable de maîtriser une méthodologie de recherche et de l'appliquer à un sujet donné. Et ce mémoire-là, ben, il va être évalué par le professeur du département. Donc, vous allez avoir un projet de mémoire à défendre une fois que votre scolarité est terminée et de défendre devant votre directeur, bien sûr, mais un autre professeur. Et après, ben, vous allez avoir une évaluation de votre mémoire. Politique, maintenant. Donc, contrairement au doctorat qui est dans certaines universités européennes, il y a une scolarité à faire. Donc, c'est vraiment une vision nord-américaine du doctorat. Vous avez une scolarité à faire. Vous avez, par exemple, si on prend ce qui est suggéré si vous débutez à l'automne, un séminaire de concentration à suivre, un cours de méthodologie et un cours à option. Suivi à l'hiver du séminaire, un autre séminaire de concentration et d'un cours de méthodologie. Donc, ces cours de méthodologie-là ben, vous aident pour rédiger éventuellement votre thèse, mais concentration, ce qu'ils vont vous aider à faire, c'est des cours qui vous aident à vous préparer aux examens doctoraux. Donc, après votre scolarité, vous avez des examens doctoraux, un examen rétrospectif qui va venir vous évaluer sur des questions précises en lien avec votre thématique de thèse et une liste de lecture dans le champ politique dans lequel vous êtes, que ce soit en sociologie politique ou politique comparée, que ce soit en administration publique, en philosophie ou en relations internationales. Donc, vraiment des listes de lecture en lien avec ce champ-là. Et lorsque vous réussissez cette étape-là, ben, vous pouvez passer à l'examen prospectif. L'examen prospectif, c'est, dans le fond, les premiers chapitres de votre thèse, où un jury va vous évaluer sur la base de est-ce que vous êtes prêt à continuer, est-ce que c'est réaliste ce que vous proposez, est-ce que vous pouvez continuer dans le programme. Et là, ben, après, on tombe dans les activités, c'est-à-dire rédaction, vos activités de terrain, si vous en faites du terrain ou de l'analyse de données, et la rédaction même de votre thèse. En affaires publiques, maintenant, ben d'abord, ça couvre tout le domaine des affaires publiques. Il y a beaucoup plus d'administration publique dans une maîtrise en affaires publiques. C'est multidimensionnel, c'est axé sur la gouverne des organisations publiques. Il y a 2 filières. Il y a une filière recherche avec mémoire, donc un peu comme la maîtrise en sciences politiques avec mémoire. Puis il y a là aussi une filière professionnelle, comme la maîtrise en sciences politiques avec stage, qui inclut un rapport de fin d'études et un stage. La MAP avec mémoire, ben, c'est développer des compétences en recherche, et mener une recherche originale et rédiger en mémoire, donc comme pour la maîtrise en sciences politiques. Et sur le plan de la structure, il y a des cours obligatoires, il y a davantage de cours obligatoires. Il y a 7 cours qu'il faut suivre, dont 21 crédits. Management public, de vie de recherche, approche et enjeux des politiques publiques, politique et données probantes, cours supplémentaires de technologie et 2 cours optionnels pertinents en lien avec vos préférences. Et il y a une activité et votre thématique. Il y a des activités de recherche, donc pour 24 crédits. Si on prend la map professionnelle, il y a 5 majeurs. Donc, ça vous donne, ces majeurs-là, je dirais,
des domaines de spécialisation. Que ça soit où vous allez avoir 4 ou 5 cours vraiment en lien avec les types de spécialisation. On a communication et représentation des intérêts, évaluation et suivi de la finance publique, gestion publique et gestion publique internationale. Et ça s'adresse à qui? Bien, à des gens qui veulent soit se spécialiser dans un de ces domaines-là, mais qui aspirent généralement à intégrer la fonction publique ou, par exemple, des firmes de représentation d'intérêt. Donc, il y a un tronc commun à toutes les majeures. Donc, il y a des cours obligatoires qui sont à suivre en économie, politique publique, la fonction publique au quotidien, éthique et administration publique que j'enseigne avec mon collègue Steve Jacob, notamment. Publique, politique et données probantes, un cours de méthodologie quantitative et un ou deux cours optionnels. Finalement, il y a un rapport de fin d'études, de 6 crédits et le stage qui vaut pour 3 crédits. Ce qui m'amène à parler d'un autre élément important pour vous, c'est les bourses et le soutien financier. Parce que, comme je le disais, ça se prépare de faire des études dans un cycle supérieur. Il y a un coût qui est associé aux études. C'est un investissement. Étudier au cycle supérieur sur le plan financier, parce que sur le plan salarial, on va voir dans le temps qu'on fait des gains, qu'on progresse dans notre carrière, mais il y a pas financière pour pouvoir bien mener à bien la formation. Bien, il y a plusieurs sources en termes de soutien financier qui est disponible à la faculté, mais aussi au département. Il y a différents types de bourses, des bourses d'admission, des bourses d'excellence, des bourses de recherche, de diplomation, de poursuite dans les études. Bref, moi, ce que je dis toujours, c'est pour les bourses, il faut candidater pour les avoir. Et plus on candidate, plus on a de chances de les avoir. Et une bourse amène une autre bourse souvent parce que vous améliorez votre dossier. Donc, il faut vraiment, vraiment, lorsque vous préparez votre projet d'études, aller voir tout ce qui existe comme bourse à laquelle vous êtes admissible et ne pas se gêner de candidater parce qu'on ne sait jamais contre qui, de toute façon, on candidate. J'ai été sur des jurys d'examen de dossiers de bourse et parfois, il y a des années où on retient tous les candidats parce qu'il n'y a pas assez de candidats qui ont soumis. Donc, je répète, il faut toujours, toujours, toujours candidater lorsque c'est possible de le faire. Donc, il y a des bourses d'excellence admission, je le disais, il y a des qui sont facultaires, des bourses de leadership et d'engagement pour le doctorat, des bourses citoyens du monde, la faculté. Donc, il y a un volet à la fois excellence, un volet engagement. Il y a aussi les organismes subventionnaires CRSH, FRQSC, donc les organismes canadiens et québécois. Il y a des bourses en lien avec des fonds et des chaires de recherche. Le fonds Roland R. Touga, le prix Vincent Lemieux pour la meilleure mémoire ou la meilleure thèse au département. Bref, il y a plein de bourses qu'il faut vraiment candidater. Il y a aussi des bourses qui sont associées à la réussite, qui viennent de la Faculté des études supérieures, administrées par la Faculté des sciences sociales. Et ça, vraiment, il faut s'en servir. C'est des bourses qui sont versées en fonction des jalons et du respect des conditions du programme dans le temps. Donc, c'est vraiment une bourse à la réussite pour vous encourager à faire les choses dans les délais. C'est automatique. Lorsque vous passez un échelon dans le programme, donc dans les étapes, dans la structure du programme dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des montants qui sont associés. On parle de 1 400 $ pour la maîtrise et jusqu'à 14 000 $ au doctorat. Donc, il faut vraiment bénéficier de ça. Il y a aussi le soutien financier qui nous vient du bureau de l'aide financière. Il y a de l'aide financière aux études aussi, mais il y en a aussi de l'association étudiante pour faire des présentations dans des collections. Bref, il y a une panoplie de bourses qui existent, il faut s'en prévaloir. Il y a aussi des possibilités d'emploi sur les campus. Donc, le service de placement de l'Université Laval, le SPLA, mais il y a aussi des programmes études-travail, des contrats d'auxiliaires, donc auxiliaires de recherche, dans les projets de recherche dont je vous parlais tout à l'heure, mais auxiliaires d'enseignement aussi. Donc, vous allez pouvoir être assistant dans un cours, corriger, soutenir le professeur dans le travail d'enseignement dans un cours de premier cycle. Le marché du travail, maintenant. Bien, il y a plusieurs débouchés, plusieurs perspectives d'emploi qui sont intéressantes. Le taux de placement est plus de 96 %. Donc, des perspectives vraiment intéressantes. Des carrières qui sont variées et porteuses, que ce soit en recherche, c'est le profil que vous voulez accomplir,
en analyse de politique, conception, mise en œuvre, évaluation, en gestion publique, en affaires internationales, en communication publique et politique, que ce soit en journalisme aussi, politique partisane et conseil politique, lobbying, représentation des intérêts, un domaine en croissance important, et consultation et services conseils en éthique, en évaluation, en sondage, en développement international. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de perspectives d'emploi qui sont associées à nos différents programmes. Ceci dit, je demeure disponible pour répondre à vos questions. C'est vraiment un plaisir de vous présenter un peu l'éventail. Je suis allé rapidement, mais on aura le temps d'approfondir ça ensemble. Si vous avez des questions supplémentaires que vous voulez, si vous voulez m'écrire, ben, vous avez mon adresse courriel ici, programme 2e, 3e cycle, paul.ulaval.ca, courriel institutionnel. Vous avez également pour le courriel de Pierre-Marc Daigneault, qui aurait bien aimé être avec nous ce midi, mais qui a eu un contretemps. Donc, pour Pierre-Marc, son courriel, c'est map@fss.ulaval.ca. Sur ce, je vous remercie, puis je suis prêt à répondre à vos questions. Il y en a une qui vient d'entrer. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre une maîtrise mémoire et une maîtrise stage? La principale différence, c'est quand on fait un mémoire, c'est vraiment pour se préparer à faire de la recherche. Donc, on n'aura pas de stage d'abord, la maîtrise avec stage. On va devoir préparer un projet de mémoire et écrire un projet de mémoire dans le fond, qui cherche à évaluer si vous maîtrisez une méthodologie de recherche. Donc, un mémoire de maîtrise, c'est à peu près 100 pages, alors qu'un un rapport de fin d'études, c'est une trentaine de pages. Donc, ça vous donne un peu une idée. Donc, c'est moins pratique, c'est moins appliqué, une maîtrise avec mémoire, alors que vraiment la maîtrise avec stage vise davantage à vous intégrer sur le marché du travail plus directement. Merci beaucoup. Une autre question cette fois-ci. Quelle est la différence entre les maîtrises à la Faculté des sciences sociales et celles de l'ENAP? Ben, je vous dirais qu'il y a deux. D'abord, le campus. Donc, quand vous êtes il y a un campus, il y a des ressources, il y a la bibliothèque, il y a, je dirais, il y a le PEPS aussi, des activités sportives. Donc, il y a vraiment une vie de campus qui est plus intense. La différence entre l'ENAP et l'Université Laval aussi, c'est que beaucoup de professeurs à l'ENAP qui sont aussi des praticiens, donc qui sont soit des anciens fonctionnaires, alors qu'à l'Université Laval, ben, les professeurs sont beaucoup axés aussi sur la recherche, donc dans leurs travaux d'enseignement, ils vont vous partager aussi ce qu'ils font dans la recherche. Et finalement, j'ajouterais que il y a une plus grande diversité de cours aussi, une offre de cours plus grande à l'Université Laval. Ne serait-ce que parce que dans les cours options, par exemple, vous allez aussi voir ce qui existe dans d'autres départements, en tenant compte, bien sûr, de la structure de votre programme. Donc, il y a une plus grande diversité, moi, je dirais, à l'Université Laval. Ceci dit, je ne veux rien enlever à la maîtrise à l'ENAP, mais c'est vraiment deux institutions, deux atmosphères qui sont différentes. Merci de la distinction. Comment trouver un professeur pour diriger notre maîtrise? Ben, moi, la première chose que je pense qu'il faut voir, il y a une différence entre la maîtrise avec stage et la maîtrise avec mémoire. Donc, la maîtrise avec stage, vous pouvez attendre un peu de voir s'il y a des professeurs qui, dans les cours que vous suivez, ça clique davantage, donc vous trouvez des intérêts plus communs. Alors que la maîtrise avec mémoire, ben, c'est important d'avoir un professeur aussi qui accepte de vous encadrer plus tôt, en lien avec le thème. D'abord, il faut que vous choisissiez un thème pour votre mémoire. Vous allez voir un peu quel professeur travaille sur quelle thématique, quel enjeu, et vous le contactez, vous présentez, et pour voir son intérêt. Le danger, c'est d'écrire à tout le monde. Ça, les professeurs, ils se parlent entre eux. Les professeurs n'aiment pas ça. Si vous faites un envoi massif à tous les professeurs pour voir si quelqu'un est prêt à vous encadrer, ce n'est pas une bonne idée parce que ça enlève un peu de sérieux.
dans votre démarche. Donc, moi, ce que je suggère vraiment, c'est de prendre le temps de cibler, de rédiger un peu votre projet. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? D'aller voir sur le site du département quels professeurs ou par rapport aux publications qu'ils sont aussi, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'elles font, puis de les contacter directement en vous présentant, en indiquant que vous êtes informé sur qu'est-ce que le professeur faisait ou la professeure faisait en termes de recherche. Allez voir un peu ce qu'ils écrivent. Puis contactez-les sur cette base-là en vous présentant et en indiquant un peu votre thématique de recherche, ce que vous voulez faire. Et quitte à lui envoyer même, ou à lui envoyer un petit devis un peu de votre projet de recherche. Mais cibler vraiment certains professeurs, pas d'y aller de façon massive. Merci des conseils. Ici, une question très précise concernant la MAP en évaluation et suivi de performance. Pouvez-vous la décrire davantage? Il y a des cours spécifiques. Donc, par exemple, Steve Jacob qui enseigne en évaluation de programme, vous allez avoir aussi des volets. Parce que la MAP, elle se donne non seulement avec des cours de sciences politiques, mais aussi avec des cours d'économie. Donc, vous allez avoir davantage de cours d'économie. Mais comme je ne suis pas directeur du programme directement, je vous invite à écrire à Pierre-Marc Desniaux, le courriel que je vous ai présenté à la toute fin. Si vous avez des questions plus précises sur le programme, ben, il va se faire un plaisir de vous répondre très rapidement. D'ailleurs, la question venait d'Alexis Massicotte et je viens de lui envoyer le lien avec toutes les coordonnées. Excellent. Une autre question, la maîtrise avec mémoire est-elle préalable à un doctorat ou la maîtrise avec stage peut y mener aussi? Les deux peuvent mener au doctorat. Ce que la maîtrise avec mémoire fait, c'est qu'elle vous prépare déjà à faire un devis de recherche, à vous préparer sur le plan de la recherche scientifique. Mais les deux types de maîtrise, on accepte les deux types au doctorat. Mais ceci, si vous faites la mémoire, maîtrise avec mémoire, ben vous avez déjà une maîtrise, si on veut, sans faire de jeu de mots, d'outils méthodologiques qui vont vous aider pour le doctorat. Mais ce n'est pas un préalable de faire ce type de maîtrise-là pour aller au doctorat. La preuve, c'est que moi, j'ai fait une maîtrise avec stage avant de faire mon doctorat. Très bien. J'ai vu qu'il y a des cours qui peuvent être suivis à distance. Est-il possible de poursuivre la maîtrise en affaires publiques à distance? Je suis à Montréal. Faudrait-il déménager à Québec? Bien, il y a deux choses. La première, là, il y a beaucoup de cours qui sont en ligne, notamment à cause de la... tous les cours sont en ligne maintenant à cause de la pandémie. Pour l'automne, ce n'est pas clair qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en présentiel ou non. Mais je dirais que la probabilité, c'est qu'il y a un retour vraiment en salle. Donc, on ne peut pas vous garantir que l'ensemble de la scolarité que vous aurez à faire à la MAP, ben, que ça se fasse tous en ligne. Donc, cette année, c'était le cas. Par exemple, mon cours d'éthique administration publique, je l'ai donné en ligne pour la première fois. Donc, je l'ai construit en ligne pour la première fois à l'automne. Ça a bien fonctionné. J'ai eu les évaluations hier, j'étais très heureux. Donc, il y a une réflexion qui va se faire sur qu'est-ce qu'on peut donner comme offre de cours en ligne à l'avenir. Ça, c'est clair avec ce qu'on a vécu. Mais je peux vous garantir que pour l'an prochain, tout va se faire en ligne. Honnêtement, à ce stade-ci, on ne le sait pas. Merci beaucoup. J'avais une question de Benoît Cormier concernant la répartition des coûts et des frais de scolarité aux études de deuxième cycle et de premier cycle, mais je viens de transmettre un lien à M. Cormier là, qui explique vraiment les différences entre parce que les coûts ne sont pas les mêmes que vous soyez à l'étranger ou au Québec ou canadien ou au cycle supérieur qu'au premier cycle. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Éric, par rapport à ça. Non, c'est parfait, Annie. D'accord. Une autre question ici, j'enchaîne. Bonjour, j'ai l'intention de m'inscrire à la maîtrise avec mémoire en sciences politiques pour l'automne 2021. Est-ce que je suis en retard pour les demandes de bourse? Ben, il y a différents types de bourses, comme je le disais. Chaque type de bourse a ses calendriers. Il y a des bourses, mais en même temps, c'est pas toute la même date.
Par exemple, il y a des bourses de la chaire de recherche sur la démocratie des institutions parlementaires où la date limite, c'est novembre. Donc, les études sont déjà commencées. Des bourses à l'admission, ben là, c'est en fonction de l'analyse de votre dossier pour l'admission. Donc, c'est vraiment chaque type de bourse, c'est vraiment un calendrier très différent. Et par exemple, souvent les CRSH, les FRQRC, ben, on remplit les formulaires à l'automne pour les bourses, puis on a la décision juste au mois d'avril. Donc, il faut vraiment, quand vous faites vos recherches sur chacune des bourses disponibles, voir quel calendrier. Donc, il n'y a pas vraiment un cycle commun pour l'ensemble des bourses. C'est très diversifié. Très bien. Et est-ce que l'admission doit être confirmée avant de faire la demande de bourse? Ça dépend là des Ça dépend. différentes bourses. Ça dépend des Ça différentes dépend. bourses, effectivement. Mais par OK. exemple, c'est clair, si je prends les bourses de la réussite, ben ça, il faut déjà être inscrit. C'est après. Mais il y a des bourses de recrutement. La bourse Jean-François Lépine qui est offerte par le département, ben ça, c'est une bourse qui est au recrutement, donc qui peut être donnée en termes de recrutement. C'est ça, c'est qu'il y a des bourses d'admission et il y a Exact. des bourses d'excellence une fois que l'étudiant est inscrit ici. Tout cela est bien détaillé sur notre site web, là, coût des études et bourses. Là, vous aurez toutes les informations. J'ai une autre question. Est-il possible de revoir le cheminement de la maîtrise avec stage, s'il vous plaît? On peut peut-être, soit que vous le montriez Ah oui, directement ou oui, on ben peut oui. lui envoyer directement après la rencontre. Oui, moi, j'ai pas. On peut partager si vous voulez, là. Oui. Partager la présentation à tout le monde. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je peux vous résumer, là, dans le fond, là, très rapidement, c'est les étapes qu'on a à faire. Donc, la première année, c'est vraiment essentiellement des cours que vous avez à suivre. Donc, première session, il y a 4 cours à suivre. Deuxième session, il y a 4 cours à suivre. Lorsqu'on arrive à la troisième session, on a 2 cours, plus un rapport de fin d'études à compléter. Et c'est à la quatrième session habituellement qu'on fait le stage. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que pour faire le stage, on demande de faire le rapport, d'avoir complété l'étape du rapport de fin d'études avant de faire le stage. Et dans les cours, dans les différents cours, il y a des parcours, il y a des cours de méthodologie qu'il faut suivre, il y a certains cours qui sont imposés. Mais il y a une variété de cours à option aussi qui existent. J'ai une question précise ici. Bonjour, je souhaiterais savoir si je peux demander une équivalence pour mon diplôme de Master 2, Sciences Po Madagascar, si je souhaite postuler au doctorat de Sciences Po dans votre université. J'ai présenté mon mémoire en soutenance en janvier 2021 dernier. Bien, ce qu'il faut faire, c'est oui, on peut reconnaître votre formation de master. Lorsque vous allez déposer votre dossier de candidature, ben, on va l'évaluer. On va évaluer en fonction des critères d'admission au doctorat. Donc, ça prend l'équivalent d'une moyenne de 3,3 sur 4,3, par exemple. Parce que c'est un peu sur le plan du relevé de notes, ce qu'on va évaluer. On va évaluer aussi votre projet de recherche. Est-ce que votre projet de recherche cadre bien avec les ressources qu'on a au sein du département? Est-ce que vous avez un directeur de recherche qui a accepté de vous superviser, par exemple? Quels sont vos rapports d'appréciation? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des recommandations qui sont positives de professeurs? Donc, c'est l'ensemble du dossier qu'on va étudier, mais oui, on admet des gens avec des Master 2 au doctorat. Alors, non, voilà, vous avez répondu à toutes les questions. Merci encore. Puis, on rappelle aux participants que la séance est enregistrée et un lien vous sera transmis dans les prochains jours. Eric, qu'est-ce que vous voulez dire un mot de la fin? Ben, merci encore, Annie. Merci de l'animation. Merci pour l'occasion de présenter nos programmes, mais aussi le dynamisme de notre département. Alors, vous êtes les bienvenus de candidater, puis on va analyser avec sérieux et rigueur vos candidatures. Bref, c'est un environnement qui est très, très stimulant, celui du département de sciences politiques de l'Université Laval.
et les différents programmes qu'on offre vont vous permettre de vous intégrer avec brio sur le marché du travail.